Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, confirmation de la reprise sur les marchés boursiers. Reprise fragile, plus 3,6% à Paris. Première conséquence, Édouard Balladur, le ministre de l'économie et des finances, annonce le report de la privatisation du groupe Matra. Quant aux députés, il relance le débat sur les privatisations à l'Assemblée nationale. Pour sauver la sécurité sociale, les sages nommés par le gouvernement proposent un nouveau prélèvement sur les revenus. Leur rapport ajoute que la réémission passe aussi par un ralentissement des dépenses. Les dégâts de la tempête dans l'ouest de la France pourraient dépasser les 2 milliards de francs. Pour accélérer les aides et les indemnisations, 6 départements seront déclarés en état de catastrophe naturelle. Le nouvel homme fort du Burkina Faso regrette la mort de son rival, l'ex-président Sankara, au cours du coup d'État, mais précise qu'il voulait lui-même me liquider. Les ATR 42 interdits de vol en Italie après le crash qui avait fait 37 morts la semaine dernière. Un autre accident du même type a été évité de justesse. Des supplémentaires de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Un clin d'œil en direction des amateurs de football. Je sais qu'ils sont nombreux avant de développer les grands titres de l'actualité. Aujourd'hui, vous le savez, le foot est synonyme de Coupe d'Europe. Le premier match vient tout juste de se terminer. Il opposait Bordeaux aux Norvégiens de Lillestrøm. Francis Maroto. Dans ce stade où la France a perdu 2-0 en juin dernier, Bordeaux a connu des frayeurs face à Lillestrøm. 23e minute, coup franc norvégien et Touré se trompe de camp. Il dépose la balle sur la transversale de Dropsy. Deuxième mi-temps, nouvelle occasion norvégienne sur un mauvais dégagement bordelais. Tout le monde cherche le ballon, Aberg le trouve. Et juste à côté, finalement 0-0, c'est un bon résultat pour Bordeaux avant le match retour. Ce soir à 22h sur Antenne 2, chez nous, vous pourrez suivre en différé le match Toulouse-Leverkusen. Pas facile pour les Toulousains qui sont privés de quelques titulaires, mais le moral est intact, je crois que c'est l'essentiel. Le moral, parlons-en. Il remonte dans les milieux boursiers. Les signes d'accalmie constatés hier se sont confirmés aujourd'hui. Reprise à Londres et au Japon, plus 3,66% à Paris. Reprise qualifiée de fragile par les spécialistes. Il n'empêche que globalement, les marchés financiers sont soulagés par la stabilisation de Wall Street d'abord et surtout par le raffermissement du dollar. Alain Doubeski. New York, en ce moment même, à 1 heure de la fermeture, Wall Street est au plus haut. Et à l'inverse d'hier, il semblerait que cette tendance soit très solide. Tous les mouvements sont positifs depuis l'ouverture. Paris clôture sur une hausse de 3,66%. Globalement, la baisse des valeurs est ainsi de 10% par rapport au début de l'année. Zurich, pour les cambistes, le pire est passé. La bourse clôturait aujourd'hui sur une hausse de 5%, une tendance confirmant la reprise. Francfort, les valeurs boursières ont regagné la moitié du terrain perdu depuis le début de la semaine, hausse moyenne 6,6%. Londres, reprise irrégulière, l'indice FTSE, regroupant une centaine de valeurs, remonte de 8% après avoir perdu 21% en 2 jours. Tokyo, après la baisse historique d'hier, hausse sans précédent aujourd'hui. Selon les intervenants, une nouvelle hausse des taux d'intérêt semble désormais écartée. Les soubresauts enregistrés à la Bourse de Paris ces derniers temps ont contraint Édouard Balladur à différer de quelques semaines la privatisation de Matra. Il faut laisser le marché retrouver ses marques, a dit en substance le ministre des Finances, mais il ne s'agit aucunement d'une pause politique. Hier, le PDG de Matra, Jean-Luc Lagardère, s'était déclaré optimiste quant à la privatisation de son groupe. Françoise Joly. En quelques jours, une véritable tempête a balayé les places financières. Aujourd'hui, Matra est victime de la tourmente. À 5 jours de sa privatisation, le compte à rebours est stoppé. Hier encore, le PDG du groupe, Jean-Luc Lagardère, était confiant. On ne retardera pas la privatisation, affirmait-il, sauf avis contraire d'Édouard Balladur. Ce matin, le ministre annonçait sa décision. Il repousse cette opération de quelques jours ou quelques semaines. Édouard Balladur précise, c'est pour des raisons techniques, pour laisser le temps à la bourse de se calmer. Matra doit offrir 20% de son capital sur le marché. Le groupe, spécialisé dans l'armement, l'espace ou les transports, espère 250 000 actionnaires, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Pour sa mise sur orbite, Matra est donc maintenant obligé d'attendre.
Oui, une certitude, le report de la privatisation du groupe Matra relance le débat sur la politique du gouvernement en matière de privatisation. Cet après-midi, à l'Assemblée, à la tribune du Palais Bourbon, on a assisté à quelques passes d'armes très dures. Vous allez le voir, entre la majorité et l'opposition, les socialistes ont été les premiers à sonner la charge. Votre gouvernement est le seul qui, à coup de dizaines de millions de francs de propagande, ait laissé croire aux petits épargnants qu'en suivant le mouvement, ils gagneraient tous à tous les coups. En faisant leur compte, ils sauront ce qu'ils vous doivent. À vous. Dans ces conditions, un changement de politique est urgent. Êtes-vous décidé à changer de politique? Les actions des entreprises privatisées ont moins baissé que les autres et qu'à ce jour, celui qui a tout acheté a gagné. J'aperçois qu'à la première difficulté, vous retournez à vos erreurs favorites, l'encadrement, la réglementation et l'intervention de l'État. À la vérité, vous me donnez le sentiment, pardonnez-moi de vous le dire, vous me donnez le sentiment de n'avoir rien appris. Et nous n'avons rien oublié de votre gestion. C'est pourquoi il n'est pas question, cessez d'en cultiver l'illusion, il n'est pas question que nous changions la politique qui a été engagée il y a 18 mois. Oui, avant même cette passe d'armes au Palais Bourbon, Philippe Sassier, vous aviez rencontré Jacques Chirac en personne, le Premier ministre, en compagnie de quelques confrères. Jacques Chirac s'était montré très ferme. Oui, lui aussi, il avait dit pas question de bouger sur les privatisations, elles vont reprendre le plus vite possible. Pas question non plus de changer de politique économique, nous sommes satisfaits des résultats qu'elle donne. Pas question non plus d'effectuer des prélèvements supplémentaires sur les entreprises en ce qui concerne la sécurité sociale. Et si les journalistes qui ont rencontré le Premier ministre l'ont bien compris, il n'y aura pas de décision en ce qui concerne la sécurité sociale avant les élections présidentielles. Enfin, en ce qui concerne Renault, pas de dotation de capital, mais l'abandon de créances, c'est-à-dire une remise de dette d'environ 12 milliards de francs. Alors aujourd'hui à la bourse, à la Corbeille on respire, mais la situation est encore assez fragile, je le disais tout à l'heure. C'est normal, parce que d'abord on essaye d'évaluer les dégâts qui ont été créés par cette tourmente boursière dans les économies. Les dollars envolés à Wall Street notamment vont manquer à l'économie américaine. On attend aussi de voir quels sont ceux qui vont rester sur le carreau, parce qu'il y a des cadavres, mais on ne les connaît pas encore, donc tout le monde se montre très prudent. Alors dites-moi, Édouard Balladur a annoncé la réduction des emprunts d'État et la baisse des taux à long terme. C'est pour rassurer les marchés financiers ou pas? Effectivement, c'est pour faire en sorte que l'argent soit moins cher. Depuis hier, on assiste dans le monde à un renversement de politique assez spectaculaire. Tout le monde veut faire baisser les taux d'intérêt, c'est le cas des Allemands, et injecte des liquidités dans l'économie. Donc c'est un changement assez net de politique économique dans tout le monde occidental. Merci. Revenons quelques instants sur la journée de lundi. Un lundi noir qui a vu plonger, vous le savez, toutes les places financières dans le sillage de Wall Street. D'une façon un peu caricaturale, certains ont prétendu que les ordinateurs new-yorkais s'étaient emballés, bref, que la machine avait faussé la loi du marché. Le scénario est sans doute excessif, il n'empêche que les ordinateurs ont sans doute amplifié le mouvement. À New York, enquête de Paul Nahon. Incroyable mais vrai, voici les ordinateurs de Wall Street et les grandes institutions financières qui sont en partie responsables de la débâcle de lundi dernier. Il y a quelques années encore, les opérations de courtage se faisaient au crayon, au téléphone ou par simple machine à calculer. L'ordinateur a tout remplacé et depuis, des programmes extrêmement complexes se déclenchent automatiquement pour arrêter ou vendre dès qu'une action atteint un certain cours. On estime que les 2/3 des 500 points de chute du Dow Jones lundi dernier sont dus à ces ordinateurs qui ont amplifié le mouvement. Il faut bien comprendre que les marchés boursiers, partout, mais surtout aux États-Unis, sont donc dominés par les très gros investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, rien que les fonds de pension représentent 3 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Depuis quelques années, on assiste de surcroît à l'arrivée massive de l'ordinateur sur Wall Street. Et on a mis en place un certain nombre de stratégies automatiques, en particulier pour protéger ces gros investisseurs institutionnels, en particulier lorsque la bourse baisse. Ces mécanismes ont été mis en place depuis quelques années et en fait n'avaient jamais été testés dans un marché boursier. Et c'est la première fois qu'on voit ces mécanismes automatiques, entièrement contrôlés par l'ordinateur, être mis en place et mis en fonction. La différence, dit-on, entre 1987 et 1929, et d'ailleurs il y a beaucoup de différences, mais la blague est la suivante, c'est qu'en 1929, ce sont les hommes qui se jetaient par la fenêtre, et en 1987, ce sont les ordinateurs qu'on jette par la fenêtre.
situation effectivement tout à fait différente. Retour en France, l'avenir de la Sécu figure sans doute dans un dossier qui a été remis hier au Premier ministre, M. Jacques Chirac. Les 6 sages qui ont élaboré le document formulent un certain nombre de propositions qui, à terme, devraient régler le problème du financement de la sécurité sociale. Parmi les propositions, ou plutôt parmi les recommandations des sages, figure une réforme du financement qui risque de faire un peu de bruit. Explication de Véronique Auger. Les sages partent d'une constatation, les Français veulent garder la même couverture sociale. Ils devront donc payer plus chaque année. Payer plus, mais sans surprise. Fini donc les contributions exceptionnelles décidées en catastrophe par les gouvernements pour combler le trou de la Sécu. Le Parlement voterait systématiquement tous les ans un prélèvement fiscal supplémentaire assis sur tous les revenus. Ce prélèvement serait proposé par un Conseil national de la sécurité sociale et serait ponctionné à la source. De leur côté, les allocations familiales seraient prises en charge par le budget de l'État. Enfin, le rapport conseille d'augmenter le prix de l'alcool et du tabac. Ces nouvelles recettes iraient dans les caisses de la sécurité sociale. Les sages constatent également qu'il est possible d'enrayer la folle progression des dépenses. Première suggestion, faire reculer progressivement et en douceur l'âge de la retraite. Il n'est cependant pas question pour l'instant de remplacer le système actuel de cotisation vieillesse pour se lancer dans une épargne volontaire à tout crin, risquée. Deuxième suggestion, il faut établir un taux unique de remboursement pour tous les médicaments, sauf pour ceux que l'on considère comme irremplaçables. Enfin, troisième recommandation, les médecins généralistes doivent être payés autant que les spécialistes. Il faut arrêter de favoriser financièrement les consultations techniques, sinon, disent les sages, les cabinets médicaux vont se remplir de machines à sous au détriment des comptes de la sécurité sociale. Autant de propositions qui devraient pousser le gouvernement à agir rapidement. Sinon, il se trouvera devant le gouvernement, ou les Français se trouveront devant une difficulté qui est celle d'assurer l'équilibre du régime général au cours des prochaines années. C'est primordial. Assurer l'équilibre du régime général, c'est pas primordial, c'est vital. Pourquoi? Parce qu'une maison qui est déséquilibrée, c'est une maison qui court à sa faillite. En Bretagne et en Normandie, quelques jours après la tempête, c'est l'heure des comptes. Le Centre de documentation et d'information de l'assurance affirme que les dégâts dépasseront les 2 milliards de francs. Aujourd'hui, 2 personnes sont encore mortes des suites de la tempête. François Guillaume, le ministre de l'Agriculture, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. On a appris également que le ministre de l'Intérieur avait proposé que 6 départements soient déclarés en état de catastrophe naturelle. L'une de nos équipes a pu enquêter dans la région de Concarneau, l'une des régions, vous le savez, les plus touchées par les intempéries. 25 000 personnes là-bas sont encore privées d'électricité. Les agriculteurs, vous allez le voir, redécouvrent le système D. 6e soirée sans électricité pour l'exploitation de Didier Gueuze. Une nuit de tempête jeudi dernier, 2 toitures arrachées, l'étable entièrement détruite. Depuis, les animaux sont à l'air libre et Didier improvise pour assurer les soins quotidiens. À l'heure de la traite, c'est le tracteur qui fournit l'électricité. Mais le bac réfrigérant ne fonctionne plus, impossible de conserver le lait plus de 24 heures. Et aux difficultés du moment s'ajoute l'angoisse de l'avenir. J'ai donc décidé de repartir de zéro, mais bon, j'ai confiance dans l'avenir, je pense qu'on ne le laissera pas tomber, mais seulement j'ai quand même une certaine inquiétude car je dois faire des investissements de l'ordre de 200 000 francs de nouveau, des investissements qui seraient trop lourds pour une exploitation, disons, normale, quoi. Autre difficulté majeure, la récolte du maïs. Chez Didier Gueuze, comme dans tout le département, la tempête a couché les épis. Certaines parcelles sont déjà perdues, les autres donneront 30% de moins que la normale. Cette récolte 87 se présente très très mal, effectivement, puisque dans le département, 80 000 hectares se trouvent encore à récolter après la tempête. Et des pertes de récolte peuvent s'estimer à 30 à 50% dans la plupart des parcelles. Et encore, on doit aussi compter sur les parcelles qu'on ne pourra pas récolter. Les maraîchers du Finistère, eux aussi, font leur compte. Très peu de serres ont résisté à l'ouragan. Ici, la récolte d'hiver est perdue à 100%. 20 000 dossiers d'exploitation sinistrés seront déposés à la préfecture dans les semaines qui viennent. Dans le Finistère, comme dans toute la Bretagne, on attend le verdict des assurances, mais pour l'instant, pas d'autre solution que de faire jouer la solidarité paysanne.
François Mitterrand en Allemagne, troisième et avant-dernière journée du voyage d'État. Après la culture et la dissuasion, le chef de l'État a plaidé aujourd'hui en faveur de la coopération spatiale. Il faut, a dit le président de la République, une volonté politique commune pour mener à bien le programme Hermès. Si aucune décision n'est prise à propos de la navette, a dit François Mitterrand, dans quelques années, Ariane 5 restera en panne. Je cite les propos du président. Il est vrai que l'avenir de la navette européenne dépend pour beaucoup de la coopération franco-allemande. Le problème, c'est que ces derniers temps, les Allemands ne se sont pas montrés, c'est le moins qu'on puisse dire, très enthousiastes. Philippe Dumez. Si déjà on étudie dans des laboratoires les problèmes qu'il faudra résoudre pour que la navette spatiale européenne rentre sans difficulté sur Terre, les Allemands se demandent s'il est bien utile de prévoir maintenant le lancement d'Hermès en 1996. C'est un programme qui coûtera environ 30 milliards de francs, dont un tiers serait à la charge des Allemands, un autre pour la France et le solde pour les autres pays européens. Pour l'instant, la fusée Ariane a donné de bons résultats. La suite est déjà décidée, ce sera un lanceur lourd, Ariane 5. Coût prévu 30 milliards de francs. Alors, avant de doubler la mise avec Hermès, certains pensent qu'il serait peut-être plus sage de tester ce nouveau lanceur avant d'aller plus loin dans un programme compliqué. La présence de l'homme dans l'espace n'est peut-être pas encore à la portée de l'Europe. Quant à la station orbitale, ce sera aussi pour plus tard. La prochaine réunion de l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas, les 9 et 10 novembre prochains, tranchera entre la volonté française d'aller plus loin et les réticences des Allemands à dépenser trop d'argent pour l'espace. On vient juste de me le faire savoir, le Premier ministre Jacques Chirac propose de modifier le statut particulier des usines Renault. La régie sera transformée en société anonyme de droit commun dont l'État sera, semble-t-il, l'unique actionnaire. Cette décision ne modifiera en rien la situation contractuelle du personnel de l'entreprise, précisons à l'hôtel Matignon. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres bientôt, le 28 octobre prochain. L'étranger, au Burkina Faso, premier signe d'apaisement du capitaine Compaoré, le successeur de Thomas Sankara. Monsieur Compaoré vient d'annoncer la réouverture prochaine des frontières et le rétablissement des liaisons aériennes internationales. De sources officielles, on a également appris aujourd'hui l'arrestation de 2 anciens ministres. Par téléphone, le point avec notre envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert. Mais avant cela, je vous propose d'écouter pour la première fois l'homme fort du Burkina Faso. C'est douloureux pour moi ce qui s'est passé parce que, comme vous le savez, Thomas Sankara c'est un ami. Mais je lui reproche aussi d'avoir à un moment donné pensé que ma liquidation physique allait lui permettre de poursuivre ce que lui il considérait comme un objectif fondamental, à savoir asseoir son pouvoir personnel. Un homme tranquille. C'est ainsi que nous est apparu aujourd'hui Blaise Compaoré, le numéro 1 actuel du Burkina Faso, accusé d'avoir trahi son meilleur ami. Il nous répond n'avoir jamais ordonné la mort de Thomas Sankara, qu'il accuse en revanche de complot d'assassinat contre lui. Il semble sincère, mais les circonstances exactes de la mort de Thomas Sankara demeurent incertaines, ce qui explique peut-être le flottement que nous constatons dans les décisions des autorités et surtout les rumeurs de dissidence dans certaines régions militaires. Le pays reste fermé au monde extérieur. Je vous téléphone sur une ligne spécialement ouverte pour nous, sous contrôle militaire. Nous sommes également allés sur la tombe de Thomas Sankara, un simple tumulus de terre dans un des quartiers les plus pauvres de Ouagadougou. Un drapeau déchiré, des fleurs fanées, quelques dizaines de fidèles choqués d'une telle négligence, mais la majorité de la population semble résignée devant un coup d'État de plus. Voyons rapidement les autres télégrammes de l'étranger. Le commentaire est signé Pascal Vanier. Caméra au point, les Américains avaient tout prévu pour l'attaque de la plateforme iranienne. Une action approuvée par 76% d'Américains et saluée par les Marines. Image américaine encore, les bateaux-pompes iraniens pour éteindre les incendies. Téhéran a annoncé de fortes représailles. Un nouveau convoi de pétroliers a pris la route du Golfe hier. Ces réfugiés ont fui Jaffna, ils ont échappé à l'offensive contre les rebelles tamouls. L'armée indienne se dit proche d'en finir avec la résistance des Tigres. L'Inde offre même l'amnistie à ceux qui déposeront les armes. Pour éviter toute méprise, les militaires demandent aux civils de se soumettre à leur contrôle.
Nobel d'économie pour l'Amérique, deuxième prix pour l'Université du Massachusetts. Après la médecine, Robert Solow, 63 ans, spécialiste de la croissance économique, commentaire sur le krach de Wall Street, pas de catastrophe à venir, conseil du Nobel à Reagan contre le déficit budgétaire, augmenter les impôts. Au pied de la grande pyramide, la technologie du 21e siècle, une première en Égypte, les Américains endoscopent un trésor de 5000 ans, des pièces de bois, la charpente de la seconde nef mortuaire, ensevelie au sud de Khéops. Les Français avaient découvert la première, c'est elle, majestueuse avec ses 45 mètres de long. Oui, retour en France, drame cet après-midi à quelques kilomètres de Besançon. Un forcené a tué 2 personnes et blessé grièvement une fillette avant de mettre fin à ses jours. Le meurtrier était un chômeur de 30 ans. On ignore encore les raisons de son geste. Une tragédie que personne ne parvient encore à expliquer. Pierre Bertin, c'est vrai, était dépressif depuis longtemps. L'année dernière, vague de licenciements au cycle Peugeot, il perd son emploi. On le soigne pour troubles psychiatriques. Mais ce matin, Pierre Bertin a acheté un fusil de chasse et tiré à bout portant sur son ancien collègue, militant CFDT et délégué du personnel. Michel Lapp, 33 ans, père de 4 enfants, est tué sur le coup. Le forcené tue alors la jeune femme de Michel Lapp et blesse très grièvement une de leurs filles. Cécile, 7 ans, a été transportée dans un état désespéré à l'hôpital de Besançon. Quand les secours arrivent sur les lieux, Pierre Bertin se tire une balle en plein cœur, sans un mot, sans avoir expliqué son geste. Suite des infos, Pierre Verdier a été libéré ce soir de la prison de Rouen, en Seine-Maritime. Ce polytechnicien impliqué dans l'affaire d'espionnage des moteurs de la fusée Ariane était incarcéré depuis 7 mois, on le voit sur ces images. Il est toujours inculpé d'intelligence avec une puissance étrangère. Code de la nationalité, c'était aujourd'hui la dernière séance publique, débat plutôt important, qualifié de constructif. Il n'empêche que la passion est plus ou moins retombée depuis qu'Albin Chalandon a déclaré pas de réforme avant les présidentielles. Dernière séance et premier bilan avec Bernard Pradino. Débat unique en France où une centaine de personnalités ont témoigné devant cette commission des sages et devant la télévision sur un problème complexe, comment devient-on français? Faut-il le mériter, autrement dit pour les plus conservateurs, écarter les étrangers, ou bien suffit-il d'être né en France, même de parents étrangers, pour être automatiquement français? Beaucoup d'idées reçues ont été balayées pendant ces 2 mois de travail, au détriment surtout des protectionnistes. À ceux qui craignent que la culture musulmane soit un danger pour l'identité française, d'autres répondent que c'est Madonna plutôt que les beurs qui est menaçante pour notre propre culture. À ceux qui invoquent le droit du sang, né de parents français pour être français, s'opposent les partisans du droit du sol, beaucoup plus hospitaliers. Il faut bien préciser que le droit du sang, c'est le droit des sociétés primitives, le droit du clan, le droit de la tribu, le droit de la famille, et que toutes les sociétés évoluées, parce qu'il est normal qu'elles accueillent un certain nombre de gens qui naissent sur leur sol, ont adopté le jus soli, c'est-à-dire le droit du sol. Et il me semble que quand quelqu'un est né dans un pays, qu'il en parle la langue, qu'il a été scolarisé, il est français, quitte, à 18 ans s'il le souhaite, à décliner la nationalité française. Le gouvernement lui-même était partagé sur l'urgence de la réforme du Code de la nationalité, réforme devenue une épine. Les sages et leurs témoins sont d'accord sur un concept essentiel et permanent. La France est une terre de liberté et doit le rester. L'avion franco-italien ATR-42 sur la sellette au lendemain de l'accident tragique qui a fait 37 morts en Italie. La compagnie Alitalia a décidé purement et simplement de laisser ces ATR-42 au sol. Décision étendue à toutes les compagnies italiennes par le ministre des Transports de la péninsule. On attend maintenant le décodage des boîtes noires. Une décision importante qui risque de jeter le discrédit sur un avion qui est présenté comme le plus performant de sa génération. À Toulouse, Laurent Boussier, à Rome, enquête de Marcel Tria. Un autre ATR-42 aurait frôlé la catastrophe peu avant le drame du Milan-Francfort dimanche dernier et dans les mêmes conditions météorologiques. Par suite de formation de glace sur les ailes et sur les hélices, l'appareil aurait chuté brutalement de 650 mètres avant d'être repris en main in extremis par son pilote. Ce sont les résultats de l'enquête sur ce grave incident qui aurait décidé Alitalia et sa filiale ATI à suspendre tous les vols de leurs 6 ATR-42 dès lundi après-midi. Les 2 compagnies italiennes semblent suspecter en effet le système de dégivrage de l'avion. Pourtant, les causes de l'explosion en vol du Milan-Francfort sont toujours mystérieuses. Les 2 boîtes noires retrouvées parmi les débris de l'appareil et les restes des 37 victimes ont été confiées aux meilleurs spécialistes du monde, les techniciens d'une société de Farnborough près de Londres. Elles ont été très endommagées par le choc et les experts semblent avoir le plus grand mal à leur arracher leurs secrets. Sans attendre leur rapport,
le ministre des Transports italien imposait mardi la même mesure de suspension des vols aux 3 ATR-42 de la compagnie Avianova, mais sans l'étendre à ceux de la société française Air Littoral qui desservent pourtant Milan et Turin. Inauguré en juin 85 par François Mitterrand et Bettino Craxi, ce bimoteur franco-italien semblait promis à un bel avenir. Il est aujourd'hui au cœur de toutes les polémiques. Ici à Toulouse, sur la chaîne de montage des ATR-42, l'ambiance est plutôt à l'anxiété. On attend avec impatience les conclusions de la commission d'enquête italienne. Des experts sont partis sur place, leur rapport sera déterminant. Seule nouveauté depuis 2 jours, une circulaire de la Direction générale de l'aviation civile qui demande aux compagnies utilisatrices d'ATR-42 de, je cite, respecter scrupuleusement les procédures d'exploitation de cet avion en conditions givrantes. Cette lettre pourrait être un début d'explication, d'autant qu'on souligne ici les très mauvaises conditions météo qui prévalaient au moment de l'accident. Après le chaud des commandes passées cet été aux États-Unis, c'est donc le froid de l'accident, un froid qui fait toujours mal aux constructeurs. Nouvel accident d'avion malheureusement cet après-midi en Corse. 2 militaires ont trouvé la mort à bord d'un avion de type Broussard qui s'est écrasé à 1700 mètres d'altitude. L'appareil appartenait à l'escadron de transport et de sauvetage de Solenzara dans le sud de la Corse. On enchaîne avec la météo. Laurent, nouvelle offensive de l'hiver et du froid. Oui, disons la fraîcheur. Hein, une petite laine pour demain. Allez, tout le monde a sa petite laine puisque les températures demain matin ne vont osciller qu'autour de 4 à 5 degrés seulement. Nous allons comprendre pourquoi à travers la photo satellite, les images satellites que nous avons prises cet après-midi pour vous. Vous allez juger que les nuages, bien sûr, sont en train de traverser la France comme de coutume d'ouest en est depuis quelques jours. Et nous allons retrouver sur l'Atlantique, c'est ce qui se passait cet après-midi à 16 h, vous voyez, une zone très claire. C'est cette zone de temps clair qui va arriver sur la France pendant la nuit. Résultat, éclaircie nocturne signifie baisse des températures. Demain, peu de changements dans le ciel. Alternance de nuages et d'éclaircies avec quelques ondées qui seront présentes tout de même, je vous les marque, voyez, sur la pointe Bretagne et sur les côtes de la Manche, mais assez loin quand même sur les côtes. Elles n'affecteront que le large de ces côtes. Les températures bien sont à la baisse, bien sûr, puisque demain matin elles seront très fraîches. Des températures qui vont osciller entre 12 et 14 degrés, 12 degrés à Rouen ainsi qu'à Mulhouse demain après-midi. Vous voyez les températures maximales et 22 degrés en Corse. Et il fera 15 degrés à la Bourse en Loire-Atlantique avec un vent qui se calme. Vous voyez que c'est aussi l'apaisement à la Bourse. Et puis demain, eh bien, le soleil fera sonner son réveil à 7h22 et se couchera à 17h48. Bonne fête les Élodie. Retour au sport, on rappelle le premier résultat de Coupe d'Europe qui est tombé il y a quelques minutes, c'est le résultat de Bordeaux. 0-0 et c'est de bon augure pour Bordeaux avant le match retour, c'est pas mal. Terrible quand même, hein. Ils pouvaient mieux faire là-bas. S'ils avaient marqué ça aurait été mieux, mais c'est bien. Alors histoire de sourire, un mot de la métamorphose de Didier Six. Six change de nom. Non, pas Didier Six, oui. Dündar Siz. Oui, alors il joue où maintenant? Alors, eh bien, il est devenu turc. Il est devenu turc depuis aujourd'hui puisqu'il va jouer dans le club de Galatasaray. Pourquoi il est devenu turc? Parce qu'il y avait déjà 2 joueurs yougoslaves dans cette équipe et l'entraîneur est allemand. Alors vous me direz, c'est un beau mélange. Une habitude pour Didier Six qui a déjà fait pas mal de clubs, c'est en fait son 12e maillot. Un nouveau, après ceux de Stuttgart, comme ici, mais aussi de Bruges en Belgique, d'Aston Villa en Angleterre, sans oublier ceux de Lens, de Valenciennes, de Strasbourg, de Mulhouse, de Marseille, entre autres. Et cela pour la France. Mais aussi et surtout, quand même, celui de l'équipe de France, 52 sélections, pied gauche magique en Argentine pour la tête de la Combe contre l'Italie, pied maladroit malheureusement contre l'Espagne à Séville en demi-finale mondiale. Six, alias Dündar Siz, disputera dimanche à 33 ans contre Fenerbahçe son premier match. Souhaitons-lui, pour lui et le public turc, encore des buts comme celui-là. Ouais, c'était beau quand même, ce sont de beaux souvenirs, hein. Il n'a pas tout loupé. Il n'a pas tout raté. Les courses Pirette en cours demain sur l'hippodrome de Longchamp. Oui, je crois qu'il faut courir ici aussi. Ah, oui, il faut galoper, hein. Avec un quartet tiercé plus qui se courra à Longchamp, donc ça sera l'une des dernières réunions dans le prix de Compiègne, justement ce quartet. Une course sur un parcours un peu spécial, les 1400 mètres de Longchamp se déroule d'une part très très vite, une véritable toboggan au début de la course, et puis ça se termine par une longue ligne droite avec arrivée au deuxième poteau. Enfin, il y en a pour tout le monde, les chevaux vite et les chevaux qui aiment les courses d'attente seront satisfaits. Il y a une vingtaine de partants et parmi ces 20 partants, voici maintenant le choix que je vous propose dans mon pronostic avec en tête Septentrion le numéro 13, suivi de Harpy Gent le numéro 5, Kingmaker le numéro 11, Cliff Roman le numéro 17, World and Music le 20, Jolie Note le numéro 12, Amélie Pleasure le numéro 6, Ironcom le numéro 10. 13, 5, 11, 17, 20, 12, 6 et 10. Merci Pierrette, on a tout noté. Enfin, on a noté très vite quand même. Je vous rappelle les prochains rendez-vous d'information, 20h30, La Marche du Siècle, le magazine de Jean-Marie Cavada. Ce soir, le magazine intitulé La vie interrompue posera la question de savoir si l'homme d'aujourd'hui, très responsable face à la naissance, peut aussi l'être quant au choix de sa mort. Nombreux invités sur le plateau, parmi lesquels les professeurs Schwarzenberg et Huguenard, Henri Caillavet et Monseigneur Julien, l'évêque de Reims.
Dernier journal, 23h30. Il sera présenté, comme chaque soir, par Hervé Claude. Excellente soirée sur Antenne 2. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.